Je suis allé à ma maison de plage pour me détendre, mais j'y ai trouvé ma sœur, son mari et sa belle famille en train de faire la fête avec des inconnus. Elle m'a crié dessus, sors d'ici, espèce de raté solitaire. Ou j'appelle la police. J'ai répondu calmement, bien sûr, appelle-les. Elle ne savait pas que cet appel allait lui coûter cher. La clé était déjà dans la serrure quand j'ai entendu la musique. Pas un bruit de fond doux, mais le genre de martèlement lourd en basse qui fait vibrer la poitrine à 15 mètres de distance. Je suis resté là, sur mon propre porche, la mallette toujours à la main, et j'ai essayé de comprendre ce que j'entendais. C'était ma maison de plage, celle pour laquelle j'avais économisé, que j'avais acheté content et que je chérissais comme mon sanctuaire. Et quelqu'un y organisait une fête. J'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappé en premier. De la fumée de cigarette mélangée à de la bière éventée et quelque chose de plus piquant. Peut-être de la vodka. Le salon avait l'air d'avoir été ravagé par un ouragan. Des gobelets en plastique rouge jonchaient toutes les surfaces. La table basse que j'avais moi-même rénovée était couverte de rondeaux et de ce qui ressemblait à de la graisse de pizza. Quelqu'un avait renversé une lampe. Le canapé sectionnel blanc que j'avais passé 3 mois à choisir avait une tache sombre qui s'étendait sur un coussin. Une femme que je ne reconnaissais pas est passée en titubant devant moi, riant hystériquement dans son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé. Dans la cuisine, je pouvais voir plus de monde. Au moins une douzaine, peut-être 15. Ils étaient partout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je dit, mais ma voix s'est perdue dans le bruit. Puis je l'ai vue. Ma sœur, Jenna. Elle se tenait près des portes coulissantes en verre qui menaient à la terrasse, une bière à la main, faisant de grands gestes avec l'autre en parlant à un homme couvert de tatouages. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue à Noël, plus mince. Ses cheveux étaient décolorés presque blancs, et elle portait des vêtements que je décrirais comme à peine existants. J'ai marché vers elle, mes chaussures collant légèrement au parquet. Quelqu'un avait renversé quelque chose, probablement plusieurs choses. Jenna. Elle s'est retournée et pendant une seconde, j'ai cru voir la panique traverser son visage. Mais elle a disparu aussi vite, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus méchant. Oh, regardez qui a décidé de se montrer, dit-elle assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. La reine des glaces en personne. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Ta maison, a-t-elle ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Détends-toi, Alexia. On l'utilise juste pour le week-end. Tu n'es jamais là de toute façon. Ça ne te donne pas le droit de t'introduire et d'organiser une fête. M'introduire? J'ai une clé, tu te souviens? Tu me l'as donnée pour les urgences. Elle a fait des guillemets avec les doigts autour du mot « urgence ». Ce n'est pas une urgence. C'est une violation de propriété. L'homme tatoué à côté d'elle a reniflé. Quelqu'un a légèrement baissé la musique et j'ai réalisé que les gens commençaient à nous regarder. Bien. Qu'ils regardent. Jenna s'est approchée de moi. Je pouvais sentir l'alcool sur son haleine. Tu sais quel est ton problème, Alexia? Tu es tellement coincée, tellement ennuyeuse. Tu passes tout ton temps à travailler, travailler, travailler. Et pourquoi? Pour pouvoir t'asseoir seule dans cette grande maison vide et te sentir supérieure à tout le monde? J'ai travaillé pour cette maison. Je l'ai méritée. Oh, ça y est. La grande histoire à succès. Alexia la promotrice immobilière, tellement meilleure que le reste d'entre nous. Elle s'est tournée vers la foule. Ma sœur pense qu'elle est spéciale parce qu'elle a de l'argent. Mais vous savez quoi? L'argent n'achète pas une vie. Regardez-la. 33 ans et complètement seule. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'amis, juste sa triste petite maison de plage et sa triste petite vie. Les mots ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. J'avais passé les 5 dernières années à construire ma société de promotion immobilière à partir de rien. 5 ans de journées de 18 heures, de vacances manquées et de relations qui se sont étiolées parce que je travaillais toujours. Je m'étais dit que ça en vaudrait la peine. Qu'une fois que je serais établi, une fois que j'aurais réussi, tout le reste se mettrait en place. Debout ici, dans ma maison saccagée, écoutant ma sœur se moquer de moi devant des étrangers, j'ai ressenti le poids de chaque sacrifice. Où est Jeffrey? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Jeffrey était son mari, et bien que je ne l'ai jamais particulièrement apprécié, il était généralement la voix de la raison quand Jenna devenait comme ça. Il est ici quelque part.
probablement en train de fumer sur la terrasse avec ses parents. Ses parents sont ici aussi? Ouais, et alors? Ils dorment dans la chambre d'amis. La grande avec vue sur l'océan. Très belle chambre, d'ailleurs. Lit super confortable. Ma mâchoire s'est crispée. La chambre d'amis, celle que j'avais passé 6 mois à rénover, celle avec les placards sur mesure et le carrelage importé dans la salle de bain. Vous devez partir, vous tous, maintenant. Jenna a de nouveau ri. Sinon quoi? Tu vas appeler la police? Vas-y. J'adorerais te voir leur expliquer comment tu mets ta propre sœur à la porte. D'ailleurs, la moitié des gens ici ont des relations. Bonne chance avec ça. Elle me testait, poussant pour voir jusqu'où elle pouvait aller. C'était quelque chose qu'elle avait fait toute notre vie. En grandissant, elle avait été la sauvage, la rebelle, tandis que j'étais la sœur aînée responsable qui gardait la tête baissée et suivait les règles. Nos parents avaient toujours trouvé des excuses pour elle. Elle a juste du caractère, disait-il. Ça lui passera. Ça ne lui était pas passé. Elle était juste devenue meilleure pour trouver des gens qui la soutiendraient. Sors d'ici, espèce de raté solitaire, a soudainement dit Jenna, sa voix aiguë et méchante. Ou j'appelle la police. Je l'ai regardé un long moment. Ses pupilles dilatées et sa posture agressive, la foule d'étrangers dans ma maison nous regardant comme si nous étions un spectacle. Bien sûr, ai-je dit doucement. Appelle-les. La confusion sur le visage de Jenna était presque comique. Elle s'attendait à ce que je recule, à ce que je parte tranquillement comme je le faisais toujours quand les choses devenaient inconfortables. C'était le schéma que nous avions établi au fil des ans. Elle pousserait, je me retirerais, et plus tard, quelqu'un arrangerait les choses jusqu'à la prochaine fois. Pas cette fois. Quoi, dit-elle. J'ai dit, appelle-les. Appelle la police. J'attendrai. Elle a sorti son téléphone, mais ses mains tremblaient légèrement. Que ce soit à cause de l'adrénaline ou d'autre chose, je ne pouvais pas le dire. L'homme tatoué à côté d'elle lui chuchotait quelque chose, mais elle l'a repoussé d'un geste de la main. Tu es sérieuse, là? Complètement sérieuse. Vous êtes dans ma maison sans permission. Vous avez endommagé ma propriété. Des substances contrôlées sont consommées sur mes lieux. Je peux sentir la marijuana d'ici. Alors, oui, s'il te plaît, appelle la police. J'adorerais que cela soit documenté. La pièce était devenue très silencieuse maintenant. Quelqu'un avait complètement éteint la musique. Je pouvais entendre l'océan à travers les portes ouvertes, les vagues frappant la plage à un rythme régulier. L'expression de Jenna a changé. Tu ferais vraiment ça à ta propre sœur? C'est toi qui l'as suggéré. Allez, Alexia. Ne sois pas comme ça. On est une famille. La famille ne s'introduit pas chez les autres pour tout saccager. Jeffrey est apparu alors, se frayant un chemin à travers la foule. Il avait 35 ans, avec le genre de visage doux qui avait probablement été beau un jour, mais qui était maintenant juste bouffi. Son polo était froissé et à moitié rentré. Il a regardé entre nous, essayant clairement d'évaluer la situation. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. « Ta femme s'est introduite chez moi, ai-je dit. Je veux que tout le monde sorte, maintenant. » Il a passé une main dans ses cheveux. « Écoute, Alexia, je sais que ce n'est pas idéal, mais on pensait que tu étais en dehors de la ville. Jenna a dit que ça ne te dérangerait pas, Jenna ne parle pas pour moi, et ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. On va tout nettoyer. Je te le promets. Donne-nous juste jusqu'à demain matin. Non. Sois raisonnable. Je suis raisonnable. Vous êtes illégalement dans ma maison. Je veux que vous partiez. La voix d'une femme a tranché la tension. Pourquoi tous ces cris? Je me suis retourné pour voir la mère de Jeffrey, Patricia, sortir du couloir. Elle avait la soixantaine, vêtue de ce que je supposais être une tenue de vacances décontractée, mais qui ressemblait plus à une tenue pour un country club. Tout en elle criait vieille fortune et suffisance. Patricia, ai-je dit d'un ton neutre. Alexia, je ne savais pas que tu venais. Son ton suggérait que c'était moi qui m'introduisais. C'est ma maison. Oui. Eh bien, Jenna a mentionné que tu avais été si généreuse avec ta maison. Nous passons un moment merveilleux. La vue sur l'océan est spectaculaire. Je n'ai pas été généreuse.
Je n'ai donné la permission à personne d'être ici. L'expression de Patricia s'est durcie. Allons, ne soyons pas dramatiques. Ces choses arrivent dans les familles. Nous pouvons sûrement régler ça entre adultes. La chose adulte à faire aurait été de demander la permission d'abord. Le père de Jeffrey et moi avons fait pas mal de route pour être ici. Nous ne partons pas au milieu de la nuit. Alors, vous auriez dû vous assurer d'avoir la permission de venir en premier lieu. Un homme nous a rejoints alors, probablement le père de Jeffrey. Il était grand et mince, avec des cheveux gris et le genre d'expression sévère qui suggérait qu'il avait l'habitude d'être obéi. Quel semble être le problème? Votre fils et votre belle-fille se sont introduits chez moi, ai-je dit, fatigué de me répéter. C'est une façon plutôt dure de le dire, a-t-il dit. D'après ce que je comprends, c'est une propriété familiale. Non, c'est ma propriété. Je la possède. Mon nom est sur l'acte de propriété. Le mien seul. Alexia. Chérie, a dit Jenna, changeant de tactique. Sa voix était devenue douce et insinuante. Je sais que tu es contrarié. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais s'il te plaît, pouvons-nous simplement en parler sans tous ces gens autour? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Quand les choses avaient-elles si mal tourné entre nous? Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais il y avait eu un temps où nous faisions au moins semblant de nous apprécier. Les réunions de famille, les cartes de vœux, l'appel téléphonique occasionnel. Mais ces dernières années, quelque chose avait changé. Elle avait commencé à faire des commentaires sur mon succès. Des petites piques sur le fait que je travaillais toujours, que je n'avais plus de temps pour la famille. Nos parents l'avaient remarqué aussi, mais ils avaient balayé ça d'un revers de main. Rivalité fraternelle, appelaient-ils ça. Ça passera. Ce n'était pas passé. Ça avait suppuré. Tout le monde dehors, ai-je dit. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires et partir. Après ça, j'appelle la police. Tu fais une erreur, a dit Patricia froidement. La seule erreur que j'ai faite, c'est de confier une clé à Jenna. Je me suis retourné et j'ai marché vers la cuisine, enjambant des gobelets et des assiettes en carton jetés. Mes mains tremblaient maintenant que l'adrénaline retombait. Je me suis versé un verre d'eau du robinet et je l'ai bu lentement, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Par la fenêtre, je pouvais voir les gens commencer à sortir sur la terrasse. La fête se dispersait. Bien. Je voulais qu'ils partent. Tous. Jenna est apparue dans l'embrasure de la porte. Seule cette fois. Je ne pensais pas que tu nous mettrais vraiment dehors, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait? Je pensais que tu serais contrarié mais que tu finirais par laisser tomber. Comme toujours. Comme toujours, ai-je répété. C'est ce que tu penses? Que je laisse juste tomber les choses? N'est-ce pas? J'ai posé le verre sur le comptoir. Pas cette fois. Les 30 minutes suivantes ont été un tourbillon de gens rassemblant leurs affaires et sortant. Certains avaient l'air embarrassés. D'autres avaient l'air agacés, comme si je gâchais leur bon temps. Je me suis tenu près de la porte et je les ai regardés partir un par un jusqu'à ce que la maison soit presque vide. Les parents de Jeffrey ont été les derniers à partir, à part Jenna et Jeffrey eux-mêmes. Patricia s'est arrêtée en sortant, le visage crispé de colère. Ce n'est pas comme ça que la famille se traite, a-t-elle dit. Tu as raison, ai-je répondu. Ce n'est pas le cas. Elle est partie sans un autre mot, son mari la suivant silencieusement. Finalement, il ne restait plus que nous trois. Jenna pleurait maintenant, de gros sanglots dramatiques que je soupçonnais être au moins en partie pour la galerie. Jeffrey avait son bras autour d'elle, mais il ne me regardait pas, on a besoin de nos affaires dans la chambre d'amis, a-t-il dit. D'accord, mais faites vite. Ils ont disparu dans le couloir et j'ai traversé la maison, inspectant les dégâts. C'était pire que je ne l'avais d'abord pensé. Le parquet était rayé. Quelqu'un avait brûlé une cigarette sur la rampe de la terrasse. La salle de bain avait du maquillage étalé sur le miroir et le comptoir. La poubelle de la cuisine débordait de bouteilles et de contenants de nourriture. Des années de travail. Des années à construire soigneusement quelque chose qui était à moi, quelque chose dont je pouvais être fier, et ma propre sœur était entrée et l'avait traité comme une location bon marché. J'ai entendu des pas et je me suis retourné pour trouver Jenna debout là avec une valise à roulettes. Jeffrey était derrière elle, portant 2 autres sacs. Je suis désolé, a-t-elle dit, et pendant un instant,
elle a presque semblé sincère. J'ai merdé. Je sais que oui. Tu as fait plus que merder. Tu as violé ma confiance. Tu m'as manqué de respect dans ma maison. Je sais. Et je vais arranger les choses. Je le promets. Comment? Comment exactement vas-tu arranger ça? Elle n'avait pas de réponse à ça. La clé, ai-je dit en tendant la main. Je la veux. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite clé en argent sur un anneau simple. Elle l'a tenue un moment avant de la laisser tomber dans ma paume. Tu vas vraiment appeler la police, a demandé Jeffrey. Ça dépend si je trouve quelque chose d'illégal laissé derrière et s'il y a des dommages qui nécessitent des réclamations d'assurance. On paiera pour tous les dommages, a-t-il dit rapidement. Je t'enverrai une liste. Ils ont marché vers la porte, mais Jenna s'est arrêtée et s'est retournée. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Traiter sa famille comme des criminels. Maman et papa vont être furieux quand ils l'apprendront. Laisse-moi m'inquiéter de maman et papa. Ce n'est pas fini, Alexia. Si, ai-je dit doucement. C'est fini. Après leur départ, j'ai verrouillé la porte et je suis resté dans le silence. La maison semblait violée, contaminée. J'ai marché de pièce en pièce, prenant des notes mentales de tout ce qui devait être nettoyé ou réparé. Il allait falloir des jours pour la remettre en état. Dans la chambre d'amis, j'ai trouvé la literie enlevée et entassée dans un coin. La salle de bain avait des serviettes mouillées jetées par terre. Quelqu'un avait laissé une bouteille de vin à moitié vide sur la table de chevet, laissant un autre rond sur le bois. Mais c'est ce que j'ai trouvé dans le placard qui m'a glacé le sang. Il y avait des sacs de course, de marques de luxe, des dizaines. Je les ai sortis un par un, les mains tremblantes, des vêtements avec les étiquettes encore attachées, des chaussures, des sacs à main, certains avaient encore les reçus à l'intérieur. J'ai attrapé un des reçus et je l'ai regardé. La date était d'il y a 2 jours. Le total était de $3000. Le nom sur la carte de crédit était le mien. Ma carte de crédit. Je me suis assise lourdement sur le lit, le reçu serré dans ma main. Jenna ne s'était pas contentée de s'introduire chez moi. Elle m'avait volé. Elle avait fouillé dans mes affaires, trouvé mes informations financières et utilisé mes cartes de crédit pour faire une virée shopping. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai ouvert mon application bancaire. Les frais étaient tous là, page après page. Restaurant, bar, magasin, station-service. Le total grimpait de plus en plus haut à mesure que je faisais défiler. $28 000 en moins d'une semaine. J'avais le vertige, j'étais malade. Ce n'était pas juste une fête qui avait mal tourné. Ce n'était pas juste un mauvais jugement ou une rivalité fraternelle. C'était calculé, délibéré, criminel. Et puis j'ai remarqué autre chose. Un dossier sur la commode. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des documents, mes documents, des actes de propriété, des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement. Elle avait tout fouillé, tout photographié à en juger par le téléphone posé à côté du dossier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle prévoyait? Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Jenna vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit que tu l'as mise à la porte de ta maison de plage et que tu as menacé d'appeler la police. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi immédiatement. J'ai regardé le message. Bien sûr, Jenna avait appelé nos parents en premier. Bien sûr, elle avait raconté l'histoire pour se faire passer pour la victime. C'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle avait toujours fait. Mais cette fois, j'avais des preuves. J'ai pris des photos de tout, des reçus, des sacs de course, des documents, des dommages à la maison. J'ai documenté chaque chose, mes mains stables maintenant que la colère remplaçait le choc. Puis je me suis assise et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mes sociétés de cartes de crédit pour signaler la fraude, puis à ma banque pour sécuriser mes comptes, puis à une société de sécurité pour changer toutes les serrures et installer un système d'alarme approprié, et enfin à un avocat. J'en avais fini de laisser Jenna me marcher dessus, fini de trouver des excuses, fini de la protéger des conséquences de ses actes. Quand j'ai appelé la police 1 heure plus tard, ma voix était calme et claire. Je dois signaler un crime, ai-je dit. Vol d'identité, fraude à la carte de crédit et violation de domicile. J'ai une documentation complète. Le répartiteur a pris mes informations et a promis d'envoyer un officier. Je me suis assise pour attendre, entourée par les débris de mon sanctuaire,
et j'ai senti quelque chose changer en moi. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il s'agissait de tracer une ligne, de dire assez. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de ma mère. Alexia, réponds à ton téléphone. C'est sérieux. J'ai retourné le téléphone et j'ai attendu que la police arrive. L'officier qui est arrivé était une femme dans la quarantaine nommée officier Brennan. Elle avait des yeux gentils, mais un comportement pragmatique que j'ai apprécié. Je lui ai tout expliqué, lui montrant les dégâts, les cartes de crédit volées, les signatures falsifiées sur les reçus, les documents qui avaient été fouillés et photographiés. Elle a pris des notes sur une tablette, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Quand je lui ai montré mon application bancaire avec tous les frais frauduleux, son expression s'est durcie. 28 000 $ en moins d'une semaine, a-t-elle dit. Oui. Et vous êtes certaine que c'est votre sœur qui a effectué ces dépenses? J'en suis certaine. Elle avait accès à ma maison. Elle avait mes cartes. Et regardez ça. Je lui ai montré des photos que j'avais prises de Jenna portant certains des vêtements volés dans les publications sur les réseaux sociaux qu'elle avait faites ces derniers jours, se taguant à ma maison de plage, exhibant ses nouvelles tenues, se vantant des vacances qu'elle passait. L'officier Brennan a secoué la tête lentement. Les gens documentent vraiment leurs propres crimes de nos jours. Allez-vous porter plainte? A-t-elle demandé après avoir terminé son rapport initial. J'ai hésité une seule seconde. Oui, pour tout. Y compris contre les membres de la famille qui étaient présents? Oui. Elle m'a regardé attentivement. Je dois vous dire que des cas comme celui-ci, surtout impliquant la famille, peuvent devenir compliqués. Êtes-vous sûr de vouloir aller de l'avant? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Elle a hoché la tête. D'accord. Nous aurons besoin que vous veniez au poste demain pour signer des déclarations formelles. En attendant, je vais tout documenter ici et nous commencerons l'enquête. Avez-vous un endroit sûr où rester ce soir? C'est ma maison. Je reste ici. Assurez-vous simplement de changer ces serrures ce soir si possible, pas demain. Après son départ, j'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer. J'ai jeté sac poubelle après sac poubelle. J'ai frotté les sols, les comptoirs et les lavabos de la salle de bain. J'ai défait les lits et lavé les draps à l'eau chaude avec un supplément de déterge, comme si je pouvais laver la violation en même temps que les tâches. Vers minuit, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement, et encore. Finalement, j'ai éteint la sonnerie et je me suis concentré sur le nettoyage. À 3 heures du matin, la maison commençait à retrouver son aspect normal. Les problèmes de surface étaient réglés, bien que les dommages plus profonds au sol et aux meubles mettraient plus de temps à être réparés. J'étais épuisé, mais trop nerveuse pour dormir. J'ai fait du café et je me suis assise sur la terrasse, regardant l'océan. Les messages vocaux se sont accumulés. Ma mère, mon père, Jeffrey, même Patricia, la mère de Jeffrey, en a laissé un. Je les ai écoutés sur haut-parleur, l'un après l'autre. Ma mère était hystérique. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle a fait une erreur, oui, mais appeler la police, la faire arrêter. C'est la famille, Alexia. La famille, rappelle-moi tout de suite. Mon père était plus calme, mais non moins déçu. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Quoi que Jenna ait fait, on règle ça en famille, pas en faisant appel aux autorités et en faisant un spectacle public. Tu dois abandonner ces charges immédiatement. Le message de Jeffrey était désespéré. S'il te plaît, Alexia, réfléchis à ce que tu fais. Jenna est en train de s'effondrer. Elle ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. Elle a des problèmes, d'accord? Elle a besoin d'aide, pas de prison. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Le message de Patricia était glacial. Tu détruis cette famille pour de l'argent et de la fierté. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même quand la vie de ta sœur sera ruinée. Et ne t'y trompe pas, nous parlerons à notre avocat de tes actions ici. J'ai supprimé chaque message après l'avoir écouté. À 7 heures du matin, j'ai appelé ma compagnie d'assurance pour commencer le processus de réclamation pour les dommages matériels. Puis j'ai appelé une entreprise de restauration pour obtenir des devis pour la réparation des sols et des meubles. J'étais en train de décrire la brûlure de cigarette sur la rampe de la terrasse quand quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. J'ai raccroché et je suis allé regarder par le Judas.
Mes parents, tous les deux. Mon père avait l'air fatigué, mais ma mère avait l'air furieuse. J'ai ouvert la porte. À quoi pensais-tu, a dit ma mère immédiatement en me bousculant pour entrer dans la maison. Mon père a suivi plus lentement. Bonjour à vous aussi, ai-je dit. Ne fais pas l'intelligente. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai signalé des crimes qui ont été commis contre moi. Des crimes? Alexia, on parle de ta sœur. Ta petite sœur. Ma petite sœur qui m'a volé près de 30 000 $, a saccagé ma maison et a violé ma vie privée. Mon père a levé la main. Calmons-nous tous et discutons de cela rationnellement. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Jenna a enfreint la loi. Plusieurs lois. Elle fait face aux conséquences. Les conséquences, a répété ma mère. Sais-tu quelles sont ces conséquences? Elle pourrait aller en prison. Elle pourrait avoir un casier judiciaire. Son mariage pourrait s'effondrer. Toute sa vie pourrait être détruite. Et pourquoi? De l'argent. De l'argent que tu as en abondance. Il ne s'agit pas de l'argent. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de respect. De limite. Du fait qu'elle a pensé qu'elle pouvait me faire ça et s'en tirer. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Quand es-tu devenue si froide, si vindicative? Le mot m'a frappé comme une gifle. Vindicative. Je me protège de quelqu'un qui n'a clairement aucun problème à m'utiliser. Elle a fait une erreur. Non, une erreur, c'est de casser accidentellement un verre. Une erreur, c'est d'oublier de demander la permission. C'était délibéré. Elle a fouillé dans mes documents personnels. Elle a pris des photos de mes informations financières. Elle a vidé mes cartes de crédit. Ce n'est pas une erreur, maman. C'est du vol. Mon père s'est assis sur le canapé, semblant soudainement beaucoup plus âgé que ses 63 ans. Que attends-tu de nous, Alexia? Je veux que vous arrêtiez de lui trouver des excuses. Je veux que vous reconnaissiez que ce qu'elle a fait était mal. Nous le reconnaissons, a-t-il dit doucement. Mais nous pensons aussi qu'il y a de meilleures façons de gérer cela que d'impliquer les forces de l'ordre. Comme quoi? Avoir une réunion de famille, lui demander gentiment de ne plus me voler? Comme lui trouver de l'aide, a dit ma mère. Alexia, ta sœur est en difficulté. Elle est en difficulté depuis des années. Elle a besoin de thérapie, pas de prison. Alors peut-être que la prison la convaincra de suivre une thérapie. Ma mère m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu tournerais le dos à ta famille comme ça. Je ne tourne le dos à personne. Je fixe des limites. Il y a une différence. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que tu détruis ta relation avec ta sœur et peut-être avec nous aussi pour de l'argent et de la fierté. Si notre relation ne peut pas survivre au fait que je me défende, alors peut-être que ce n'était pas une grande relation au départ. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère avait l'air comme si je l'avais physiquement frappée. Mon père avait juste l'air triste. Je pense que nous devrions y aller, a-t-il dit doucement en se levant. C'est probablement mieux, ai-je convenu. Ma mère est passée devant moi sans un autre mot. Mais à la porte, elle s'est retournée. Si tu vas jusqu'au bout, si tu poursuis réellement ta propre sœur, ne t'attends pas à ce que nous te soutenions. Ne t'attends pas à nous voir pour les fêtes. Ne t'attends pas à des appels ou des visites. Tu choisiras de détruire cette famille et tu devras vivre avec ce choix, seul. Je peux vivre avec, ai-je dit, même si mes mains tremblaient. Après leur départ, je me suis assise par terre et j'ai pleuré pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Non pas parce que je regrettais ma décision, mais parce que je comprenais enfin le véritable coût de celle-ci. Mes parents avaient fait leur choix. Ils choisissaient Jenna, comme ils l'avaient toujours fait, et j'allais les perdre tous les deux. Les jours suivants ont été un tourbillon de rendez-vous et de paperasse. Je suis allé au poste de police et j'ai signé des déclarations formelles. J'ai rencontré mon avocate, une femme vive nommée Kathleen, spécialisée dans les cas de fraude. J'ai parlé avec ma compagnie d'assurance et j'ai commencé le processus de réémission de mes cartes de crédit et de sécurisation de mes comptes. Les charges contre Jenna ont été officiellement déposées, vol d'identité, fraude à la carte de crédit et violation de domicile. Le montant volé l'a fait passer dans la catégorie des crimes graves.
Kathleen m'a prévenu que l'affaire prendrait probablement des mois à traverser le système et que ma famille intensifierait probablement sa campagne de pression. Elle avait raison. Ma mère appelait tous les jours, parfois plusieurs fois. Quand j'ai arrêté de répondre, elle a commencé à laisser des messages vocaux de plus en plus désespérés. Puis elle a commencé à se présenter à mon travail. Mon chef de bureau a finalement dû lui demander de partir quand elle a fait une scène dans le hall. Mon père a essayé une autre approche. Il a envoyé des emails, de longs messages soigneusement formulés sur la loyauté familiale, le pardon et l'importance des secondes chances. Il m'a rappelé toutes les fois où Jenna avait été là pour moi en grandissant, oubliant commodément les nombreuses fois où elle ne l'avait pas été. Jeffrey a appelé une fois, ivre et en pleurant. « Tu ruines nos vies », a-t-il bredouillé. Jenna ne peut pas dormir. Elle ne peut pas manger. Elle reste assise là à regarder le mur. C'est ce que tu voulais, la briser. Ce que je voulais, c'est qu'elle ne me vole pas, ai-je dit calmement. On te remboursera chaque centime. Laisse juste tomber les charges. L'argent n'est pas le problème. Alors quel est le problème? La vengeance. La justice, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il m'a raccroché au nez. Mais c'est l'implication de Patricia qui m'a le plus surprise. 2 semaines après avoir porté plainte, j'ai reçu une lettre de son avocat. Elle était pleine de jargon juridique, mais l'essentiel était clair. Il menaçait de me poursuivre pour détresse émotionnelle, diffamation et aliénation d'affection. Je l'ai transmise à Kathleen, qui m'a appelé 30 minutes plus tard en riant. C'est la chose la plus ridicule que j'ai lue de toute l'année, a-t-elle dit. Ils n'ont aucun dossier. Aucun. Ce ne sont que des tactiques d'intimidation. Ignorez-le. Peuvent-ils faire quelque chose légalement? Ils peuvent déposer ce qu'ils veulent, mais ce sera rejeté immédiatement. Vous êtes la victime ici, Alexia. Vous avez signalé des crimes qui se sont réellement produits. Il n'y a pas de diffamation, pas de plainte pour détresse émotionnelle qui tiendrait la route. Et l'aliénation d'affection, ça ne s'applique même pas à cette situation. Cet avocat devrait avoir honte. Mais la lettre avait fait son effet. Elle m'avait secoué. M'avait fait me demander si je faisais la bonne chose. M'avait fait me demander si le coût était trop élevé. Je suis allé à la maison de plage ce week-end-là, ayant besoin de prendre de la distance avec tout ça. Les réparations étaient terminées. Les sols étaient refaits. Les meubles étaient soit réparés, soit remplacés. C'était magnifique, impeccable, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose était cassé qui ne pouvait pas être réparé avec du bois neuf et de la peinture fraîche. J'étais assise sur la terrasse dimanche soir quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, Alexia. C'est le détective Morrison. Je travaille sur votre affaire. Je me suis redressé. Oui. Bonjour. Y a-t-il des nouvelles? Oui. Pouvez-vous venir au poste demain? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Je préférerais vous le montrer en personne. Pouvez-vous être là pour 10 heures? Oui, je serai là. J'ai à peine dormi cette nuit-là, passant en revue les possibilités. Avait-il attrapé Jenna en train de faire autre chose? Avait-elle avoué? Quelqu'un d'autre était-il impliqué? Quand je suis arrivé au poste le lendemain matin, le détective Morrison m'a conduite dans une petite salle de conférence. Elle avait la quarantaine, les cheveux grisonnants attachés en chignon et l'air épuisé de quelqu'un qui en avait trop vu. Merci d'être venu, a-t-elle dit en me désignant une chaise. Je veux vous montrer quelque chose, mais je dois d'abord vous avertir. Ce sera difficile à voir. D'accord. Elle a ouvert un ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Sur l'écran se trouvait un document, un fil de main en fait, entre Jenna et quelqu'un nommé Howard. Les emails remontaient à 3 mois. Qui est Howard, ai-je demandé. C'est ce que nous essayons de découvrir. Mais lisez les emails. Commencez par le plus ancien. J'ai fait défiler jusqu'au début et j'ai commencé à lire. Le premier email était de Jenna à Howard. Elle n'est jamais là. La maison de plage est vide 9 mois par an. C'est du gâchis. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. La réponse de Howard. Si tu es sérieuse, je peux te mettre en contact avec des gens, mais tu dois être sûr.
Ce n'est pas quelque chose dont on peut se retirer. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à lire. Je suis sûr, a écrit Jenna. J'ai des copies de l'acte de propriété. Je sais où elle garde ses dossiers financiers. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Bien. Mon contact paiera 50 000 $ pour les informations sur la propriété et les détails des comptes. Une fois que nous aurons le contrôle des actifs, tu auras 10%. 10% de quoi? De tout ce que nous pourrons liquider avant qu'elle ne s'en rende compte. Ça pourrait être quelques centaines de milliers. Ça pourrait être plus si elle est aussi riche que tu le dis. J'ai arrêté de lire et j'ai levé les yeux vers le détective Morrison. Elle prévoyait de voler plus que des cartes de crédit. Beaucoup plus. Nous pensons qu'elle travaillait avec un réseau de vol d'identité. Il se spécialise dans le ciblage d'individus riches avec des liens familiaux qui peuvent leur donner un accès interne. Jusqu'où sont-ils allés? Pas aussi loin qu'ils auraient pu. Vous vous en êtes rendu compte plus vite que prévu en arrivant à la maison de plage, mais regardez le reste du fil. J'ai fait défiler. Les emails devenaient plus détaillés, plus spécifiques. Jenna avait envoyé des photos de mes documents, mes relevés bancaires, mes portefeuilles d'investissement, des actes de propriété, non seulement pour la maison de plage, mais aussi pour ma résidence principale et les propriétés commerciales que ma société possédait. Ils allaient tout prendre, ai-je chuchoté. C'était le plan. Ces gens sont des professionnels. Ils auraient créé de faux documents, transféré des actifs, vidé des comptes. Au moment où vous auriez réalisé ce qui se passait, ils seraient partis depuis longtemps avec votre argent, et vous vous seriez retrouvé avec un cauchemar juridique en essayant de prouver que c'était une fraude. J'avais l'impression que j'allais être malade. Est-ce que Jenna sait que vous avez ça? Pas encore. Nous les avons trouvés sur un ordinateur portable qu'elle a mis en gage il y a 3 jours. Elle avait besoin d'argent, elle a été imprudente. Le prêteur sur gage est devenu méfiant quand il l'a ouvert et a vu l'email toujours affiché. Il nous a appelés. Donc, elle ne sait pas que vous savez pour Howard et le plan. Correct. Que se passe-t-il maintenant? Le détective Morrison s'est penché en arrière sur sa chaise. Ça dépend. Nous avons assez ici pour ajouter complot en vue de commettre une fraude et peut-être racket si nous pouvons la lier au réseau plus large. Elle risque une lourde peine de prison. 10 ans minimum, peut-être plus. Et si elle coopère, si elle nous donne Howard et les autres, nous aide à démanteler le réseau, le procureur pourrait proposer un accord, réduire les charges, peut-être 5 ans au lieu de 10, mais elle devrait tout nous donner. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur portable, les mots de ma sœur, froid, calculé, planifiant ma destruction comme si ce n'était qu'une autre transaction. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais défendue auprès d'autres personnes. Toutes les fois où j'avais trouvé des excuses. Toutes les fois où je m'étais dit qu'elle changerait. Qu'elle grandirait. Qu'elle deviendrait enfin la personne que je voulais qu'elle soit. Elle avait prévu de me détruire complètement, totalement. Non pas dans un moment de faiblesse ou de mauvais jugement, mais délibérément, pendant des mois, en travaillant avec des criminels qui faisaient ça pour vivre. J'ai besoin que vous réfléchissiez attentivement à ce que vous voulez faire ici, a dit doucement le détective Morrison. Si nous interrogeons Jenna et la confrontons à ses preuves, nous allons pousser pour les charges maximales. Elle ira en prison pour longtemps et votre famille, d'après ce que l'officier Brennan a mentionné, fait déjà pression sur vous pour que vous abandonniez les charges initiales. Cela va rendre cette pression bien pire. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous devez être préparé aux retombées. Des cas comme celui-ci détruisent les familles. Je l'ai déjà vu. Vos parents ne vous pardonneront probablement jamais. D'autres parents prendront parti. Ça devient moche. Plus moche que ma sœur prévoyant de voler toute ma vie? C'est juste. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant le parking. Une famille sortait d'une voiture. Mère, père, 2 enfants. Ils avaient l'air normaux, heureux, comme s'ils n'avaient jamais entendu les mots fraude, trahison ou complot. Que serais-je sans ma famille? Mes parents ne me parlaient déjà plus. Jenna avait montré son vrai visage. Je n'avais pas d'autres frères et sœurs, pas de tante ou d'oncle dont j'étais proche. Mes grands-parents étaient tous morts. Si j'allais jusqu'au bout, je serais vraiment seul. Mais quelle était l'alternative? La laisser s'en tirer. Prétendre que je n'avais pas vu ses emails. Abandonner les charges et attendre qu'elle réessaie. Faites-le,
ai-je dit en me retournant vers le détective Morrison. Amenez-la. Accusez-la de tout. Vous êtes sûr? Elle a eu 3 mois pour changer d'avis. 3 mois pour annuler tout ça. Au lieu de ça, elle lui a envoyé plus d'informations, plus de photos. Elle n'a jamais hésité. Pas une seule fois. Alors, oui, je suis sûr. Le détective Morrison a hoché la tête lentement. D'accord, nous l'arrêterons cet après-midi. Je vous tiendrai au courant. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous qu'elle serait vraiment allée jusqu'au bout? Le détective m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. D'après les emails? Oui. Je pense qu'elle aurait pris chaque centime et ne se serait jamais retournée. Je suis désolé. J'ai quitté le poste de police et je suis resté longtemps dans ma voiture, pas prête à conduire. Mes mains tremblaient à nouveau. Pas de peur cette fois, mais de rage. Une rage pure et brûlante contre ma sœur, contre mes parents pour l'avoir soutenue, contre moi-même pour ne pas l'avoir vue plus tôt. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'en supplie. Réglons ça en famille. J'ai failli rire. Famille? Comme si nous avions jamais été une vraie famille. Comme s'il y avait jamais eu confiance, loyauté ou soins sincères sous la surface. Tout n'avait été que faux semblant. Tout. Je suis allé à mon bureau et je me suis plongé dans le travail. J'avais 3 projets en développement, 2 douzaines d'appels à retourner et un emploi du temps chargé de réunions. J'ai accueilli la distraction. Pendant les 6 heures suivantes, je n'ai pas pensé à Jenna, à la police ou à quoi que ce soit de tout ça. J'ai juste travaillé. À 16 heures, le détective Morrison a appelé. Nous l'avons en garde à vue, a-t-elle dit. Elle a immédiatement pris un avocat, mais nous lui avons montré les emails. Elle ne parle pas encore, mais son avocat avait l'air assez secoué quand il a vu les preuves. Que se passe-t-il ensuite? La comparution aura lieu demain matin. Le procureur va demander une caution élevée étant donné le risque de fuite et la gravité des charges. Ensuite, ce sera à son avocat de décider si elle veut coopérer ou tenter sa chance au procès. Comment a-t-elle réagi quand vous lui avez montré les emails? Il y a eu une pause. Elle a beaucoup pleuré. Mais je fais ce travail depuis 20 ans, Alexia. Je peux faire la différence entre un remords sincère et de l'apitoiement sur soi. Elle est contrariée de s'être fait prendre, pas contrariée de ce qu'elle a fait. Après avoir raccroché, j'ai attendu que la culpabilité frappe. Le doute, la voix dans ma tête me disant que j'étais allé trop loin, que j'avais été trop dur, que j'avais ruiné la vie de ma sœur pour de l'argent. Ce n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Le genre de clarté qui vient quand on comprend enfin, après des années de doute et de confusion, exactement qui est quelqu'un. Jenna n'était pas une jeune sœur en difficulté qui faisait des erreurs. Ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'aide et de compréhension. C'était une criminelle, une prédatrice qui me voyait comme rien de plus qu'une cible. Et j'en avais fini d'être sa victime. Ma mère a appelé à 18 heures. J'ai répondu cette fois. Comment as-tu pu, a-t-elle crié. Pas de salutation. Pas de semblant de civilité. Elle est en prison. Ta sœur est en prison à cause de toi. Elle est en prison à cause de ses choix. Ils disent qu'elle prévoyait de voler des centaines de milliers de dollars. C'est insensé. Jenna ne ferait jamais. Elle le ferait. Et elle l'a fait. La police a des emails le prouvant. Ma mère est devenue silencieuse. Elle travaillait avec des voleurs d'identité, ai-je continué. Elle allait les aider à voler tout ce que je possédais, ma maison, mon entreprise, toute ma vie. Et elle allait être payée pour ça. Je ne te crois pas, j'ai vu les preuves. Tu peux croire ce que tu veux. Non, a dit ma mère, sa voix se brisant. Non, tu mens. Tu inventes ça pour justifier ce que tu as fait. Pour te sentir mieux d'avoir détruit ta sœur. Crois ce que tu veux, maman. J'en ai fini d'essayer de te convaincre. Si tu témoignes contre elle, si tu vas jusqu'au bout, tu n'es plus ma fille. Tu me comprends? Plus ma fille. Je comprends, ai-je dit doucement et j'ai raccroché. Je suis resté assise dans le bureau qui s'assombrissait, seule, et j'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse, du regret, de la perte. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue.
Une fatigue jusqu'à l'os, jusqu'à l'âme, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil et tout à voir avec le poids d'une famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. La comparution était prévue pour 9 heures du matin. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Kathleen m'a appelé la veille et m'a suggéré d'être là. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que l'avocat de Jenna va essayer de la peindre comme une victime. Une jeune femme en difficulté, mal avisée, corrompue par de mauvaises influences. Le procureur veut que le juge vous voie là, pour se souvenir qu'il y a une victime réelle dans cette affaire, une vraie personne dont elle a essayé de détruire la vie. Alors, j'y suis allé. Le palais de justice était bondé. J'ai trouvé une place au fond de la salle d'audience et j'ai attendu. Jenna a été amenée, vêtue d'une combinaison orange, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle semblait plus petite en quelque sorte, diminuée. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. Pendant une seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Puis c'était parti, remplacé par un masque d'innocence soigneusement construit. Son avocat était un homme dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et un costume cher. Il a parlé avec éloquence de la façon dont Jenna avait été manipulée par des criminels sophistiqués, de la façon dont elle avait été dépassée, de la façon dont elle regrettait profondément ses actions et voulait se racheter. Le procureur, une femme nommée Alice, qui avait à peine 30 ans, a contré avec les faits. Les emails montraient une intention claire et une planification sur plusieurs mois. Les montants en jeu étaient substantiels. La victime était sa propre sœur. Ce n'était pas un cas de manipulation. C'était une fraude préméditée. Le juge, un homme plus âgé avec des lunettes de lecture perchées sur son nez, a écouté les deux parties. Puis il a regardé Jenna. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense » a-t-il demandé. Jenna s'est levée, sa voix petite et tremblante. « Je suis tellement désolé, votre honneur. J'ai fait des choix terribles. J'étais désespéré et effrayé, et j'ai laissé de mauvaises personnes m'influencer. Mais je n'ai jamais voulu vraiment blesser ma sœur. Je l'aime. Je me suis juste laissé dépasser. » Le juge a semblé peu impressionné. La caution est fixée à $200 000. La prochaine audience est prévue dans 6 semaines. L'accusé est sommé de remettre son passeport et de rester dans l'État. $200 000. Jenna n'avait pas ce genre d'argent. Ni Jeffrey. Ils auraient besoin d'un agent de cautionnement, ce qui signifiait trouver $20 000 en espèces. Je me suis demandé s'ils les avaient. Je me suis demandé si mes parents paieraient. Alors qu'ils emmenaient Jenna, elle m'a de nouveau regardé. Cette fois, le masque a complètement glissé. Le regard qu'elle m'a lancé était de la haine pure, brute et non dissimulée. J'ai croisé son regard fixement et je n'ai pas détourné les yeux. À l'extérieur du palais de justice, j'ai rencontré Alice, le procureur. « Ça s'est bien passé » a-t-elle dit. Caution élevée, remise du passeport. Le juge a clairement pris cela au sérieux. Quelles sont les chances qu'elle accepte un accord de plaider coupable? Assez bonnes, en fait. Son avocat sait que nous l'avons coincée avec les emails. Aller au procès serait un désastre pour elle. Si elle coopère et nous donne le réseau de vol d'identité, nous pouvons proposer des charges réduites. Elle ferait quand même de la prison, probablement 3 à 5 ans, mais ce serait mieux que les 10 à 15 ans qu'elle risque maintenant. Et si elle ne coopère pas? Alors nous allons au procès et nous l'enterrons. De toute façon, vous obtiendrez justice, Alexia. Je vous le promets. J'ai repris la route vers mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit revenait sans cesse au regard sur le visage de Jenna, aux menaces de ma mère, à la réalité que toute ma famille avait choisi le camp de ma sœur, même en sachant ce qu'elle avait fait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Bonjour, c'est Patricia, la mère de Jeffrey. » Sa voix était glaciale. « Je vous appelle pour vous informer que nous avons payé la caution de Jenna. Elle sera libérée ce soir. » D'accord. Je veux aussi que vous sachiez que vous vous êtes fait un ennemi puissant. Mon mari et moi avons des ressources, des relations. Nous nous assurons que tout le monde en ville sache quel genre de personne vous êtes. Ce que vous avez fait à votre propre sœur. Vous voulez dire la signaler pour avoir prévu de me voler des centaines de milliers de dollars? Vous l'Y avez poussé avec votre égoïsme et votre cupidité. C'est ce qu'elle vous a dit? Elle nous a dit la vérité. Que vous avez toujours été jalouse d'elle.
Que vous lui en avez toujours voulu. Que vous cherchiez une excuse pour la détruire. J'ai failli rire. Croyez ce qui vous fait vous sentir mieux en défendant une criminelle. Mais les preuves ne mentent pas. Les emails ne mentent pas. Et quand cela ira au procès, un jury ne mentira pas non plus. Il n'y aura pas de procès, a dit Patricia avec confiance. L'avocat de Jenna obtiendra le rejet des charges, et alors nous vous poursuivrons pour poursuite malveillante et diffamation. Bonne chance avec ça. Elle m'a raccroché au nez. Je suis resté là, tenant mon téléphone, m'émerveillant de l'illusion. Il croyait vraiment que Jenna était innocente, ou peut-être ne pouvait-il tout simplement pas faire face à la vérité. Quoi qu'il en soit, ils allaient avoir un réveil brutal. Les semaines qui ont suivi se sont installées dans une étrange routine. Je travaillais pendant la journée, rencontrais régulièrement Kathleen pour préparer le procès éventuel, et je passais mes soirées à la maison de plage. J'avais commencé à y rester plus souvent, la réclamant comme mon espace. Mes parents n'ont pas appelé, pas une seule fois. Le silence était assourdissant, mais aussi étrangement paisible. J'avais passé tellement d'années à essayer de naviguer entre leurs attentes, à essayer d'être la bonne fille pendant que Jenna était la sauvage. Maintenant que j'avais été officiellement exclu, je me sentais plus légère en quelque sorte, libre. 6 semaines après la comparution, j'ai reçu l'appel d'Alice. Jenna avait accepté de coopérer. Elle dénonçait Howard et le reste du réseau de vol d'identité en échange d'une peine réduite, 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. « Comment vous sentez-vous à ce sujet » a demandé Alice. « Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Une partie de moi voulait qu'elle aille au procès, voulait qu'elle affronte toutes les conséquences. Je comprends. Mais pensez à ce que nous avons gagné ici. Nous démantelons toute une opération criminelle. Il faisait ça depuis des années, ciblant des dizaines de personnes. Sans le témoignage de Jenna, nous ne les aurions peut-être jamais attrapés. Donc, elle est récompensée d'être une criminelle en pouvant punir d'autres criminels. C'est une façon de voir les choses. Ou vous pourriez voir ça comme le fait qu'elle fait enfin quelque chose de bien, même si ses motivations sont égoïstes. Après avoir raccroché, je suis sorti sur la terrasse et j'ai regardé l'océan. 5 ans. Jenna aurait 38 ans à sa sortie. Assez jeune pour reconstruire sa vie si elle le voulait. Assez jeune pour changer, bien que j'en doute. J'ai pensé appeler mes parents, leur faire savoir ce qui s'était passé. Mais que dirais-je? Votre fille va en prison, et c'est moi qui l'y ai mise. D'une manière ou d'une autre, je ne pensais pas que ça passerait bien. Au lieu de ça, j'ai appelé Kathleen. J'ai entendu, a-t-elle dit. Comment allez-vous? Je ne sais pas. Je pensais que je me sentirais justifiée, satisfaite, mais je me sens juste vide. C'est normal. La vengeance est rarement aussi satisfaisante qu'on le pense. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. La ligne est mince entre les deux. L'audience de détermination de la peine était prévue 2 mois plus tard. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Alice m'a appelé une semaine avant et m'a demandé si je voulais faire une déclaration sur les conséquences du crime pour la victime. Vous n'êtes pas obligé, a-t-elle dit. Mais cela pourrait aider le juge à comprendre toute l'étendue de ce que Jenna vous a fait, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Puis j'ai écrit la déclaration. Il m'a fallu 17 brouillons pour la réussir, pour trouver les mots qui capturaient ce que je ressentais sans paraître vindicative ou mesquine. Le jour de la détermination de la peine, je suis entré seul au palais de justice. Pas de famille, pas d'amis, juste moi et la vérité. La salle d'audience était moins bondée cette fois. L'avocat de Jenna a fait un long discours sur son remords, sa coopération et sa prise de responsabilité pour ses actes. Il a demandé la clémence. La probation au lieu de la prison, ou l'assignation à résidence, ou n'importe quoi sauf la prison. Puis ce fut mon tour. Je me suis dirigé vers l'avant de la salle d'audience et je me suis tenu au pupitre. Je n'ai pas regardé Jenna. J'ai regardé le juge. Votre honneur, je m'appelle Alexia et je suis ici parce que ma sœur a essayé de détruire ma vie. Ma voix était stable, forte. Elle ne l'a pas fait dans un moment de colère ou de mauvais jugement. Elle l'a planifié pendant des mois. Elle a travaillé avec des criminels. Elle a photographié mes documents privés. Elle a donné à des étrangers l'accès à mes informations financières. Elle allait les aider à voler tout ce pour quoi j'avais travaillé.
Et elle allait être payée pour ça. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Mais ce n'est pas l'argent qui a le plus blessé. C'est la trahison. Je lui faisais confiance. Je l'aimais. Je lui aurais tout donné si elle avait simplement demandé. Mais elle n'a pas demandé. Elle a pris, et elle allait continuer à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai enfin regardé Jenna. Elle pleurait en silence, les épaules secouées. Je ne sais pas si elle est vraiment désolée ou si elle est juste désolée de s'être fait prendre. Mais je sais que je ne lui ferai plus jamais confiance. Je sais que je passerai le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule, me demandant si elle prépare autre chose, me demandant si d'autres personnes dans ma vie font la même chose. C'est ce qu'elle m'a pris. Ma capacité à faire confiance, mon sentiment de sécurité, ma conviction que la famille signifie quelque chose. Je me suis retourné vers le juge. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences. Pas par vengeance, mais parce que les actions doivent avoir un sens. Parce que si quelqu'un peut faire ça à sa propre famille et s'en tirer sans être puni, alors qu'est-ce que cela dit de notre société? Qu'est-ce que cela dit de la justice? Je suis retourné à ma place. La salle d'audience était silencieuse. Le juge a parlé pendant 10 minutes de la gravité des crimes, de la nature préméditée de la planification et de l'importance de la dissuasion. Puis il a prononcé la peine. 5 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans purgés. De plus, vous êtes condamné à payer une restitution complète à votre sœur d'un montant de 28 000 $, plus les intérêts et les frais de justice. Vous serez mis en probation pendant 5 ans après votre libération, période pendant laquelle vous n'aurez aucun contact avec la victime. Comprenez-vous? Jenna a hoché la tête, le visage marbré et rouge. Mettez-la en détention, a dit le juge. Alors qu'il l'emmenait, Jenna s'est retournée une dernière fois vers moi. Je m'attendais à revoir de la haine, ou peut-être de la peur. Mais ce que j'ai vu, c'était quelque chose de pire, du vide, comme si elle avait enfin réalisé ce qu'elle avait perdu et ne pouvait pas trouver le moyen de s'en soucier. Je suis sorti du palais de justice sous un soleil radieux. Alice m'a rattrapé sur les marches. C'était une déclaration puissante, a-t-elle dit. C'était la vérité. Ça va? Ça ira, ai-je dit, et je le croyais. Les retombées ont mis du temps à se calmer. Mes parents n'ont jamais appelé, jamais écrit, jamais reconnu ce qui s'était passé au-delà de cet appel final où ma mère m'a renié. J'ai entendu par des parents éloignés qu'ils avaient déménagé en Floride, plus près de l'endroit où Jenna était incarcérée. On m'a dit qu'ils lui rendaient visite tous les mois. Lui apportaient des livres et des photos, et lui disaient à quel point elle leur manquait. Ils n'ont jamais demandé comment j'allais. Jeffrey a divorcé de Jenna 8 mois après sa condamnation. Il m'a envoyé un court email s'excusant pour sa part dans tout ça et disant qu'il aurait dû l'arrêter avant que ça n'aille si loin. J'ai apprécié le geste mais je n'ai pas répondu. Certains ponts sont brûlés au-delà de toute réparation. Patricia et son mari ont bien essayé de me poursuivre, comme ils l'avaient menacé. Le procès a été rejeté en 3 mois, comme Kathleen l'avait prédit. Ils ont été condamnés à payer mes frais de justice. Je ne les ai jamais revus. Le réseau de vol d'identité avec lequel Jenna avait travaillé a été démantelé grâce à son témoignage. 7 personnes ont été arrêtées et condamnées. Des dizaines de victimes ont obtenu une certaine mesure de justice. Je n'en ai tiré aucune satisfaction. Je n'avais rien fait de tout ça pour être une héroïne. Je l'avais fait pour me protéger. Mon entreprise a prospéré sans la distraction des drames familiaux. J'ai pu me concentrer entièrement sur mes projets. Ma société s'est développée. J'ai embauché plus de gens. J'ai entrepris des développements plus importants. Je suis devenu connu dans le secteur comme quelqu'un de dur mais juste, quelqu'un qui ne tolérait pas les absurdités. La maison de plage est restée mon sanctuaire. J'y passais la plupart des week-ends, généralement seul, parfois avec des collègues ou les quelques amis que j'avais encore. Je n'ai jamais donné de clé à personne. Je n'ai jamais laissé personne y séjourner quand je n'y étais pas. La violation de mon espace m'avait appris à être prudente, protectrice. Le jour du 3e anniversaire de cette nuit où j'ai trouvé Jenna chez moi, j'étais assise sur la terrasse, regardant le coucher de soleil, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, Alexia. C'est moi, Jenna. Mon estomac s'est noué.
Comment as-tu eu ce numéro? J'ai droit à des appels. Je l'avais mémorisé d'avant. Elle a fait une pause. Je suis bientôt éligible à la libération conditionnelle. Je sais. Le bureau de la libération conditionnelle m'en avait informé. Il m'avait demandé si je voulais assister à l'audience. J'avais refusé. Je voulais te parler avant l'audience pour m'excuser. Pour de vrai cette fois. D'accord. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. J'ai passé 3 ans à réfléchir à ce que j'ai fait et je comprends maintenant à quel point c'était mal, à quel point c'était égoïste, à quel point c'était cruel. J'ai attendu. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle continué. Je sais que ça n'arrivera pas, mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé pour tout. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi pas avant que tu ne prévoies de tout me voler? Parce que je ne comprenais pas à l'époque. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Je voyais juste l'argent et l'opportunité et je ne pensais pas à toi comme à une vraie personne, juste comme un moyen d'arriver à mes fins. Et maintenant je comprends que ce que j'ai fait était impardonnable, que j'ai détruit notre relation, que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer, et je dois vivre avec ça. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait la croire, voulait penser que la prison l'avait changée, qu'elle avait grandi, appris et était devenue une meilleure personne. Mais j'avais appris à la dure que Jenna était douée pour dire ce que les gens voulaient entendre. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit finalement. Mais je ne peux pas faire partie de ta vie. Ni maintenant, ni jamais. Je comprends, a-t-elle chuchoté. Au revoir, Alexia. Elle a raccroché. Je suis restée assise là un long moment, écoutant les vagues et sentant le poids de tout ce qui s'était passé. La trahison, la lutte, les conséquences, tout. Jenna a obtenu sa libération conditionnelle 4 mois plus tard. Elle a déménagé en Oregon, aussi loin de moi qu'elle le pouvait tout en restant dans le pays. Mes parents y ont déménagé aussi, la suivant comme ils l'avaient toujours fait. J'ai entendu dire par des connaissances qu'elle travaillait comme serveuse, vivant dans un petit appartement, essayant de reconstruire sa vie. Quant à sa belle famille, Patricia et son mari ont fait face à leur propre jugement lorsque la nouvelle de ce qui s'était réellement passé s'est répandue dans leurs cercles sociaux. L'histoire soigneusement construite qu'ils avaient racontée sur Jenna étant faussement accusée s'est effondrée lorsque les documents judiciaires sont devenus publics. Ils ont perdu des amis, perdu leur réputation. Patricia a cessé d'organiser ses réunions régulières lorsque les gens ont commencé à décliner ses invitations. L'entreprise de son mari a souffert lorsque les clients ont discrètement emporté leur compte ailleurs. Le nom de famille dont ils avaient été si fiers est devenu associé au scandale et au mauvais jugement. Et ils ont passé le reste de leurs années à essayer sans succès de restaurer leur réputation tout en vivant avec la honte d'avoir défendu et soutenu une criminelle. J'ai avancé. J'ai construit ma vie. Je suis sortie occasionnellement, bien que j'ai été prudente, méfiante. J'ai voyagé. J'ai investi dans mon entreprise et je l'ai vu grandir. J'ai trouvé de la satisfaction dans le travail et dans les petits moments de paix que je me suis créés. Parfois, tard dans la nuit, je pensais à ce que j'avais perdu. La famille qui aurait pu être, la sœur qui aurait pu exister si les choses avaient été différentes. Les parents qui m'auraient peut-être choisi à sa place. Mais ensuite, je pensais à ce que j'avais gagné. Mon amour-propre, mes limites, la certitude que je pouvais me défendre même si cela me coûtait tout. Est-ce que ça en valait la peine? C'était la question que les gens voulaient toujours poser. Est-ce que ça valait la peine de détruire sa famille pour de l'argent? Mais ils ne comprenaient pas. Il ne s'agissait jamais de l'argent. Il s'agissait de refuser d'être une victime. De tracer une ligne et de dire jusqu'ici et pas plus loin. De me choisir quand personne d'autre ne le ferait. J'étais assise sur ma terrasse ce soir-là, 3 ans et 4 mois après que tout ait commencé, et je regardais le coucher de soleil sur l'océan. Mon océan, ma maison, ma vie, construit par moi, protégé par moi, m'appartenant à moi seul. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec les choix que j'avais faits. La vengeance que j'avais poursuivie n'était pas le genre mesquin et vindicatif qui détruit tout ce qu'il touche. C'était le genre qui vient du fait de se défendre, de refuser d'être rabaissé, de réclamer la justice que l'on mérite. Cela m'avait coûté ma famille, oui, mais en retour, cela m'avait donné quelque chose de plus précieux, la certitude inébranlable que je pouvais me protéger, que je pouvais survivre seul,
que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour connaître ma propre valeur.